Oui, bonsoir à tous. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Ok. Si vous me recevez, veuillez le notifier dans le chat, s'il vous plaît. Ok, d'accord, merci. Nous allons attendre quelques secondes, le temps que notre second intervenant se connecte. Ok. J'aimerais demander si Monsieur Kojo Deo Gracias est avec nous. Si c'est le cas, de nous le notifier dans le chat. Donc, je crois qu'il est. Bonsoir, Monsieur Deo Gracias. Est-ce que vous me recevez? Si vous me recevez, veuillez l'écrire dans la discussion, s'il vous plaît. Monsieur de Gracias, est-ce que vous me recevez? Ok, d'accord. Donc, nous allons commencer. Une fois encore, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à notre 10e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Je suis Josué Aplogan, chargé de prospection commerciale à Solar Solutions, une entreprise qui est orientée sur la neutralité carbone et qui offre des services liés à l'énergie solaire. La vision de Solar Solutions est de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest africaine. Solar Solutions
a pour mission d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest africaine. Depuis un certain temps, nous organisons des webinaires pour sensibiliser les populations de la sous-région ouest africaine sur les efforts qu'il faut faire pour atteindre la neutralité carbone. C'est dans cette optique que nous nous retrouvons encore ici aujourd'hui pour parler du thème gestion des déchets et neutralité carbone. Et pour mieux nous entretenir sur ce sujet, nous avons aujourd'hui la présence de Madame Aloïno Myriam et de Monsieur Deogracias Ojo qui vont nous aider à mieux développer ce sujet grâce à leurs expériences dans le domaine. Avant de donner la parole aux intervenants, j'aimerais vous notifier que vous pouvez déjà commencer à préparer vos questions sur le sujet et attendre la fin des interventions de nos invités afin de poser vos questions. Vous aurez le choix d'intervenir de façon orale en levant la main pour qu'on puisse désactiver votre micro ou simplement en écrivant votre question dans le chat. Donc, bonsoir Madame Aloïnou, bonsoir Monsieur Deogracias. Madame Aloïnou, vous avez la parole. Je vais vous présenter aux participants, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et tous. Donc ici c'est Myriam Aloninou Bouillot. Je suis directrice de l'association Bobeto qui œuvre sur Porto Novo dans la valorisation des déchets de tout type, mais on en parlera plus tard. J'ai une formation en sciences politiques et en gestion de projets internationaux de développement. Et j'ai eu des expériences en tant que coordinatrice de projets européens et j'ai travaillé aussi un petit peu dans les droits humains. Donc voilà, j'ai pris mes fonctions à la direction de Bobeto il y a presque un an, en décembre 2022. Et c'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Ok, merci beaucoup Madame Aloïnou. Monsieur Deogracias, vous avez la parole. Merci, bonjour, chers tous. Je suis Deogracias Kojo, ingénieur agronome forestier, spécialiste de la gestion et de la valorisation de la faune et des parcours naturels. Je suis le coordonnateur du champ d'action ressources naturelles et cadre de vie au niveau du Cercle international pour la promotion de la création, une ONG d'écologie et de développement holistique. C'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire. Ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur De Gracias, pour votre présentation. Alors, pour commencer, Madame Aloïnou, dites-nous, comment assurez-vous la gestion des déchets au sein de votre association? Alors, justement, le mot gestion, il est intéressant parce que à Bobeto, on essaye de pas gérer le déchet, mais plutôt de, disons, trouver une nouvelle manière de gérer. On essaye de sortir de l'idée que le déchet, c'est simplement un problème et on essaie de le voir plutôt comme une opportunité. On essaie de plus voir le déchet comme quelque chose dont on doit se débarrasser, qu'on doit jeter, qu'on doit brûler, mais comme quelque chose sur laquelle on peut créer de la valeur. Certes, le déchet est un résidu, mais ça ne veut pas dire qu'il est inutilisable et qu'il doit être jeté à la poubelle, ce qui apparaît un peu paradoxal avec sa définition, mais je vous assure que c'est possible. Et au sein de Bobeto, on a développé plusieurs projets qui s'attaquent à la valorisation de différents types de déchets. Donc, par exemple, on revalorise les déchets agricoles pour en faire du charbon, donc comme alternative au charbon de bois. On recycle aussi les plastiques durs, notamment, en faisant des petites paillettes qu'on revend à des industriels de la sous-région pour réduire la part de plastique vierge, qui est extrêmement polluante à produire. On accompagne aussi des dames qui trient les déchets sur les décharges de la SGDS, donc la Société de gestion des déchets et de salubrité, pareil, pour les revendre à des entreprises qui, elles, ont la capacité de valoriser beaucoup de types de déchets. Et on travaille aussi dans des écoles primaires publiques
de Porto, Adjara et Akpo Mistrete pour récupérer aussi toutes sortes de plastiques que nous, on va revaloriser chez nous ou réinjecter dans les filières de valorisation adéquates. Ok, merci beaucoup. Et dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de ce processus au niveau de votre association? Alors, déjà au Bénin, on est dans un contexte très particulier, un contexte où il y a énormément de déchets, mais des déchets qui sont pas du tout, enfin pas forcément issus de la population béninoise. On est dans un pays qui fait partie d'une zone où il y a un commerce des déchets nord-sud, et ça c'est important de le rappeler. Donc il y a des quantités astronomiques de déchets qui ne sont pas dus aux populations et dont le pays n'est pas capable encore d'assumer la charge. Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits par le gouvernement ces dernières années, notamment avec la création de la Société de gestion des déchets et de salubrité, qui avant s'occupait uniquement du Grand Nokoué, mais qui maintenant s'étend sur tout le territoire. Mais c'est une société qui reste assez jeune et qui a encore beaucoup à proposer, qui a des objectifs ambitieux. Voilà. Après, nous, à notre niveau, on travaille avec cette société de gestion. Notamment, je vais prendre un exemple, actuellement, la SGDS, elle récupère les déchets, elle les collecte, mais après, elle ne les revalorise pas, elle les enfouit dans leur totalité. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Mais dans nos projets, on travaille beaucoup avec le secteur informel. Et ça, c'est un problème, entre griffes, parce que nous, on essaye d'apporter un appui financier à un secteur qui en a besoin, mais en même temps, on n'est pas dans les clous. Et c'est important pour nous qui avons un mandat social de rentrer aussi dans une relation juste, dans une relation juste avec les personnes avec lesquelles on travaille. Après, il y a aussi le fait que la gestion des déchets, c'est un milieu où les travailleurs et travailleuses sont très précaires. Donc, c'est aussi difficile de trouver la mesure entre ce qu'on peut exiger et ce qui est dangereux, tout simplement, même en termes sanitaires et de sécurité, parce qu'il y a très peu de choses qui sont réglementées. Et aussi, un problème qui n'est pas des moindres, c'est le fait que la gestion des déchets, c'est pas encore intégré vraiment dans les mœurs béninoises. Enfin, la gestion, oui, mais pas forcément de la manière la moins polluante et qui génère le moins de gaz à effet de serre. Ok, merci beaucoup. Et dites-nous, quelles solutions préconisez-vous à ces problèmes et comment les populations pourraient-ils vous aider à atteindre ces idéaux au mieux? Alors, comment dire? En fait, pour nous, il faut d'abord s'en tenir à ce qui existe déjà et qui est déjà efficace. Je prends un exemple tout simple. Les dames qui vendent au bord de la voie, elles vendent la cassa dans une feuille de bananier. Ça, c'est très bien. Il n'y a pas besoin de chercher une solution plus compliquée que ça. C'est la feuille de bananier, elle existe, elle n'est pas à produire, et donc son processus de production n'existant pas, il ne pollue pas. Maintenant, c'est pour les déchets qui sont déjà créés qu'on doit trouver des solutions. Mais il ne faut pas nous créer de problèmes supplémentaires. Par exemple, je voyais sur LinkedIn ou que sais-je, quelqu'un qui voulait emballer la banane dans du plastique et enlever la peau. Pourquoi? Ça sert à quoi? Donc déjà, ça, c'est une première chose. Ensuite, nous, dans nos projets, je dis pas ça pour faire notre pub, mais c'est qu'en fait, on donne des exemples de solutions. Mais c'est pas les seuls qui existent. Et en fait, on fait preuve d'innovation, mais il y a beaucoup de gens qui peuvent aussi trouver des solutions pour d'autres types de déchets ou pour le même type de déchets que nous, mais en faire une autre utilisation. Donc voilà, c'est un peu ça. Ensuite, nous, ce qu'on préconise aussi, c'est quand même d'avoir des logiques circulaires, de circuits courts, et qui soient sociales et solidaires. Ce que j'entends par là, c'est que nous, on travaille sur Porto Novo, alors on essaye d'avoir nos fournisseurs dans l'OME. On essaye au maximum de ne pas se disperser ailleurs, parce que voilà, c'est aussi une question d'empreinte carbone, puisqu'on parle des gaz à effet de serre, de ne pas se déplacer trop loin, et aussi de faire vivre le territoire sur lequel on est. Et c'est aussi comme ça qu'on développe un territoire.
pour ce qui est d'aider les populations, je vais dire aider les populations à nous aider. Parce qu'en fait, je pense qu'il faut voir le problème dans l'autre sens. C'est nous, comment on peut aider les populations. Parce qu'en fait, la conscience collective que la gestion des déchets, c'est important, que préserver notre environnement, c'est important, c'est une conscience qui existe. Les gens ne sont pas bêtes. Souvent, il y a cette logique un peu comme si on allait leur dire « Ah, vous devez faire ça ». Les gens savent. Simplement, c'est qu'ils n'ont pas d'autre solution à leur disposition. Si la dame, je reprends l'exemple de la dame qui va au bord de la voie, si elle veut nous vendre du riz, qu'est-ce qui est plus pratique que le sachet noir? Rien. Et on ne peut pas lui en vouloir parce que c'est une dame qui est précaire, c'est une dame qui doit vendre, qui doit faire son chiffre, rentrer chez elle, s'occuper de sa famille. Maintenant, nous, ce qu'on essaie, là où les gens peuvent nous aider, c'est en nous disant quelles sont leurs difficultés, quelle est la nouvelle habitude qu'ils peuvent prendre et qui ne va pas leur prendre trop de temps. Comme ça, nous, on est sûr que derrière, ils appliquent. Et une fois qu'on a proposé une solution en concertation avec la communauté, là, c'est aux gens d'appliquer et de transmettre cette bonne pratique. Parce que certes, il ne faut pas culpabiliser trop l'individu, mais chacun doit aussi prendre ses responsabilités. Voilà, c'est à la fois collectif et individuel. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Alawaïno. À vous, Monsieur Kodjo, j'espère que vous me recevez. Monsieur Kodjo, est-ce que vous me recevez? Oui, Ok, dites-nous, quelles politiques institutionnelles ont été mises en place par CIPCRE Bénin pour contrer l'utilisation du sachet plastique et réduire son empreinte carbone? merci. Vieux de 70 ans de collaboration pour un Bénin plus humain, sain et vert, le cycle Bénin s'est doté de plusieurs politiques, précisément quatre politiques institutionnelles, dont la politique environnementale. Et ces politiques, tous les années du cycle Bénin, a œuvré pour la promotion des éco-gestes. Et parlant des éco-gestes, il est interdit à tous les usagers du circuit Bénin, que ce soit le personnel, prestataire de services, les bénéficiaires des projets du circuit Bénin, d'utiliser le sachet plastique aussi bien dans les sites du circuit Bénin que dans la sphère domestique. Et en dehors de cela, toujours pour limiter l'empreinte carbone, le covoiturage est une règle d'or à notre niveau. Et nous faisons également la gestion de tout ce qu'il y a comme ressources naturelles sur les sites du Bénin, que ce soit les ressources animales et les ressources végétales. Alors, pour revenir au sachet plastique, quand tu travailles au Cyprès Bénin, quand tu offres un service au Cyprès Bénin, quand tu es bénéficiaire d'un projet, tu signes un code de conduite et tu prends l'engagement de ne pas utiliser le sachet plastique et d'amener ta famille, ta petite famille à ne pas utiliser le sachet plastique. Et comme alternative, nous promotion des emballages biodégradables utilisant le sac recyclable, les sacs en tissu. Donc, c'est un peu ce que stipule notre politique environnementale pour contrer un peu l'utilisation du sachet plastique et réduire les émissions carbone. Merci. Et merci. Et quelles actions concrètes menez-vous pour contrer la déforestation dans certaines communes du Bénin pour réduire l'effet carbone? Ah, merci. Pour l'avènement d'un Bénin plus juste, nous avons opté pour l'approche holistique, donc un développement plus holistique. Et dans cette démarche, quand nous intervenons dans une communauté, nous essayons de toutes nos activités, que ce soit les activités en lien avec la préservation de l'environnement, que les activités en lien avec la question des droits humains. Alors, pour contrer le phénomène de déboisement, de la déforestation, nous procédons premièrement à une sensibilisation. Et cette sensibilisation est assortie par une prise de conscience des communautés et l'élaboration d'une feuille de route. Et sur la base de cette feuille de route que les communautés élaborent, nous les accompagnons à sensibiliser davantage leur père, à mener des activités pour contrer la déforestation. Est-ce qu'il faut mettre en place un comité de veille pour dissuader ceux qui font
la déforestation. Et nous procédons également au reboisement et à l'installation des périmètres des plantations domaniales, des plantations communautaires. Et au-delà de la plantation, du reboisement, nous faisons la promotion de tout ce qui a comme foyer économiseur d'énergie, puisque les études ont montré que les communautés font recours à la déforestation, au déboisement pour avoir des bois de feu. Alors, si au niveau de la cuisine, nos cuisines sont plus gourmands en bois et que l'impact sur la ressource forestière ne sera pas minimisé. Donc, nous leur proposons alors d'utiliser des foyers économiseurs d'énergie qui ne consomment pas assez de bois de feu ou de charbon. Nous leur recommandons les foyers Nanso, d'autres foyers que d'autres organisations sœurs ont développés. Et en dehors de ça, nous faisons un peu les activités génératives de revenus à travers la promotion de l'écotourisme, de la pisciculture et également de l'agriculture. Puisqu'il y a certains groupements de femmes, certaines femmes qui font la déforestation juste pour vendre le bois de feu. Ce n'est pas pour la cuisine, c'est pour l'exploitation. Donc, c'est un peu ce que nous faisons pour limiter un peu la déforestation dans nos communautés où nous intervenons. Ok, merci. Toujours en parlant d'action, dites-nous, que faites-vous pour contrer la pollution du sol suite à l'utilisation de pesticides, herbicides et consorts au niveau des associations communautaires? Il y a l'anda qui dit qu'on ne défend que ce que l'on comprend, que ce que l'on aime, et on n'aime que ce que l'on comprend. Donc, dans cette dynamique de contrer, de restaurer les sols dégradés par les pesticides et herbicides, nous commençons comme au niveau du déboisement par une sensibilisation. Il faut que l'exploitant agricole puisse réellement constater le danger qu'il encourt lorsqu'il utilise un produit chimique. Le danger pour sa le danger pour son périmètre agricole, le danger que les produits chimiques constituent pour son environnement et pour sa famille. Et juste après ça, nous essayons de promouvoir, nous promouvons des alternatives. Il y a la production, nous les apprenons à produire les biopesticides à base de feuilles de Nîmes et à base de viscères de poisson. Nous avons commencé cette vulgarisation avec les biopesticides à base de feuilles de Nîmes. Et puis, nous intervenons beaucoup plus dans la vallée de l'Ouémé, donc sur la rive droite du fleuve Oué. Il est plus difficile aux villageois, aux exploitants agricoles, d'entrer en contact avec les feuilles ou les graines de Nîmes, les Azadiata indica. Alors, nous allons nous avons cherché une autre innovation qui est l'utilisation des viscères de poisson. Puisque le poisson n'est pas une marée rare, ça arrive droite du fleuve Ouémé, c'est très facile pour eux de trouver des viscères de poisson. Nous pouvons actuellement les biopesticides à base des viscères de poisson. Et tous ces exploitants agricoles que nous avons comme pesticides ou pesticides. Et pour ce qui est des herbicides, nous les apprenons à faire les associations de culture, les rotations de culture, les assolements et autres, pour un peu contrer les mauvaises herbes, les herbes indésirables qui sont dans leur pays agricole. Et en dehors de ça, nous faisons la promotion de l'agroforesterie. Alors, pour les sols qui ont été objets de biopesticides et herbicides, vous convenez avec moi que la mycofaune à ce niveau est considérablement touchée. Nous procédons à une jachère rasée avec du mucuna, avec de la poix d'Angole notamment. Et nous apportons nos appuis, un appui accompagnement pour ces exploitants agricoles pour les amener à développer d'autres spéculations, l'apiculture, la pisciculture, et l'élevage conventionnel et non conventionnel pour avoir des sources de revenus, puisque la transition vers l'agroécologie n'est jamais facile pour les produits. Merci. Ok, merci beaucoup. Madame Aloïne, dites-nous, quels sont les enjeux futurs qui pourraient être liés à la gestion des déchets selon vous? Merci. Le déchet, il est au cœur de notre vie quotidienne. Il n'y a rien
qu'on fasse qui ne génère pas de déchets. Si je veux provoquer la logique jusqu'au bout, je dirais que là, je respire, je produis du CO2, c'est du déchet. Voilà. Je prends ma voiture ou ma moto, je relâche des gaz à effet de serre, enfin du CO2 pareil, c'est un déchet. C'est c'est inévitable. Donc, disons que le déchet va être un vrai catalyseur pour les enjeux qui se dessinent, notamment au niveau du réchauffement climatique. Si on gère mal le déchet, ça va être un facteur aggravant de ce qui se passe déjà. Donc, au niveau santé, par exemple, si on gère mal les déchets, on les laisse traîner, ça va polluer les cours d'eau, par exemple. Au niveau de la salubrité aussi, forcément, les deux vont ensemble. Au niveau économique aussi et social, parce que comme je le disais avant, le déchet, ça peut être soit un frein, soit une opportunité. Je prends l'exemple du tourisme, par exemple. Si un endroit est trop pollué, les touristes vont pas venir. Donc, on rate une opportunité de développer le territoire, de le stimuler économiquement. Mais si on rentre dans des logiques comme celle de Bobeto, alors là, on crée des opportunités, on crée de l'emploi. Donc voilà, on pourrait développer aussi sur beaucoup d'autres secteurs, mais c'est un peu la loupe, je pense, à travers laquelle il faut voir le déchet. Ok, merci beaucoup. Et, au niveau de votre association, comment valorisez-vous concrètement les déchets une fois qu'ils sont collectés? Au niveau de Boeto, ce qu'on fait, c'est, je vais aller projet par projet. Notre premier projet, il s'appelle Énergie verte. Donc le sens du nom, il est logique, puisque on va dans la vallée de l'Ouémé, on récupère les déchets agricoles, donc les résidus. On travaille avec l'amidon de manioc, les balles de riz et les coques de noix de palme. Donc nous, on prend tout ça, on ramène sur notre site à Porto, on carbonise une partie et ensuite on compacte tout ça pour faire simple et ça donne du charbon. Ça donne du charbon qui ressemble à votre charbon de bois classique. Voilà. Et qui présente des avantages, notamment son prix, qui est très abordable. Et aussi, par exemple, on a pensé à avoir une démarche holistique, comme le dit mon homologue. Euh, C'est-à-dire que c'est pas un charbon qui va être plus dangereux que le charbon de bois, dans le sens où beaucoup moins, euh, il est beaucoup moins dangereux pour les voies respiratoires. Il ne noircit pas les marmites aussi, donc on pense quand même au confort, au côté pratique, et surtout, en termes écologiques et en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un charbon qui ne nécessite pas de déforestation. Ensuite, euh, au niveau de ce qu'on appelle le comptoir du plastique, c'est en fait notre unité de valorisation des déchets plastiques. On récupère des déchets, enfin du plastique dur auprès du secteur informel. Ensuite, on ramène ça chez nous, on broie, ça nous donne les paillettes dont je vous parlais tout à l'heure, et on revend ça à des industriels qui, eux, sont en mesure d'utiliser. Donc, de faire, par exemple, des bols, des chaises, peu importe. Nous, à terme, ce qu'on aimerait, c'est avoir notre propre moule pour chauffer les paillettes et avoir un objet à visée sociale. Par exemple, faire des bancs pour les écoles avec lesquelles on travaille, des choses utiles, par exemple des matériaux de construction aussi, ou des pavés, parce qu'on ne va pas produire quelque chose qui existe déjà en quantité. Par exemple, les bols. Mais bon, chacun son objectif. Nous, on est une association, les entreprises, elles, leur but, c'est le profit. Au niveau de notre projet recyclerie, donc c'est là où les coopératives de dames qu'on accompagne et qu'on forme trient les déchets. Donc c'est une décharge, elles trient, elles récupèrent ce qui est valorisable et ensuite elles les vendent à des industriels aussi, plutôt au Bénin là, qui sont en mesure de recycler. Par exemple, elles récupèrent du carton et du papier en quantité assez importante et il y a une usine à Sémé qui justement réutilise le carton et le papier pour faire du papier toilette. Donc ça, c'est un exemple de réutilisation simple pour un produit qu'on utilise tous les jours et dont on aurait du mal à se passer, par exemple. Et enfin, dans les écoles, pareillement, on a investi dans des locaux poubelles pour que les élèves aient l'opportunité de trier. Donc, ils ramènent principalement du plastique que nous, ensuite, on réinjecte au niveau de notre unité de valorisation, mais aussi du métal
que là aussi, on peut redonner, par exemple, aux coopératives qu'on accompagne. Donc, c'est un peu les chantiers sur lesquels on est actuellement. Ok, merci beaucoup. Et comment les populations pourront-ils contribuer à réduire au mieux l'impact, excusez-moi, des gaz à effet de serre via la gestion des déchets? Merci. Comme je le disais tout à l'heure, voilà, même si c'est difficile d'imputer une très grande responsabilité à des populations qui finalement génèrent assez peu de déchets à l'échelle de ce qu'un pays comme la France peut, enfin, en général en Occident, peut dégager par habitant par an, qui sont des quantités démentielles, il reste quand même une dimension de responsabilité individuelle. Donc, par exemple, quelque chose de tout bête, c'est ne pas jeter le déchet dans la nature, puisque s'il se décompose à l'air libre, déjà, ça rejette du CO2. Sa simple décomposition. Même le déchet de biomasse, les branches d'arbres, les pelures de fruits, de légumes, ça dégage du CO2 quand ça se décompose. Donc déjà. Et en plus, ça pollue les cours d'eau, ça pollue les sols, donc ça pollue la nourriture, ce que le bétail aussi mange, donc c'est partout. Il y a aussi le fait de brûler les déchets à l'air libre parce que souvent, on se dit, voilà, si on ne le voit plus, c'est qu'il n'existe plus. Or, tout ce qui se transforme a une conséquence. Et en l'occurrence, l'incinération des déchets à l'air libre, c'est une catastrophe en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Après, selon les chiffres, c'est pratiqué par 10% de la population béninoise, donc c'est pas énorme. Mais vu ce que ça provoque, ça va vite. Donc voilà, on travaille d'ailleurs en ce moment avec un de nos bailleurs donc, qui se situe à Londres, qui a mis vraiment l'accent sur ça parce que c'est une problématique qui n'est pas assez prise en compte. La pratique particulière de l'incinération. Et il y a aussi le fait d'enterrer les déchets. Ça, c'est évident que c'est pas à faire. Donc en fait, concrètement, ce qu'on peut attendre, c'est reprendre des habitudes qui existent déjà et qui sont déjà efficaces, par exemple le compostage pour les déchets de type biomasse. Ça, c'est quelque chose qui se fait quand même de façon assez courante. Donc, pourquoi pas généraliser? Et ensuite, ces déchets qu'on voudrait jeter, brûler, enterrer, on les redirige vers les filières de valorisation adéquates que nous, on développe, que l'État développe, que d'autres structures sont de plus en plus en train de développer. Ok, merci beaucoup, Madame Aloaïnou. Monsieur Kojo, dites-nous, comment assurez-vous la valorisation des déchets ménagers et autres au sein de votre association? Merci. Les déchets ménagers que les communautés où nous intervenons génèrent sont traités de deux manières. D'abord, nous avons une approche participative pour la gestion de ces déchets. Nous avons ce que l'on appelle les comités d'hygiène publique. Ces comités se chargent de sensibiliser d'abord les pairs sur les ménages sur l'importance de procéder à l'hygiène et l'assainissement du cadre de vie. Et les déchets générés sont triés. Il y a les ménages qui trient, il y a les déchets biodégradables qui sont mis à part, les déchets plastiques qui sont mis à part, et tout ce qui est comme déchets métalliques et électroniques qui sont mis à part. Les déchets biodégradables, les résidus de récolte, les restes alimentaires et autres, sont utilisés pour produire des fertilisants agricoles par le compostage, le bokashi et autres. Et ces gens sont maintenant un input au niveau des périmètres agricoles et des périmètres maraîchers. Et tout ce qui a comme déchets plastiques, euh, nous essayons de les collecter dans les villages de la base du palais de Louémé où nous intervenons. Il s'agit des villages de Belmbé dans la commune des Agégués, le village de Kessounou dans la commune de Dongbo, le village de Rouedoro dans la commune d'Adjoum, puis le village de Nyaouzoume dans la commune de Bonou. Nous collectons tout ce qui a comme déchets plastiques que les ménages ont collectés dans les sacs de jute. Nous les amenons au niveau de notre siège national qui est à Comiserété, derrière la prison civile. Et de là, nous essayons de les convoyer vers les organisations sœurs qui essaient de valoriser le plastique, qui sont à Porte-Nouveau ou dans les communes environnantes. Alors, c'est ce que nous faisons pour ce qui est des déchets
ménagères. Maintenant, pour ce qui est des déchets liquides, des déchets ménagers liquides, nous conseillons aux ménages de procéder à la construction des puisards pour pouvoir un peu des puisards pour la collecte de ces déchets. Et là, ils comprennent l'importance de ne pas rejeter ces déchets liquides dans le fleuve qui est à leur proximité ou la rivière avoisinante. Et là, le problème à leur niveau, c'est comment faire pour construire ces puisards, puisque la plupart de ces ménages n'ont pas assez de moyens financiers. Donc, nous avons essayé de construire des puisards par concession, par groupe de ménages. Et ces puisards essaient de collecter tout ce qu'il y a comme déchets liquides. Et pour aller un peu plus loin, dans ces villages sont pour la plupart dépourvus de toilettes, que je dis, des cabines, des WC pour que les ménages puissent aller faire aisément leurs besoins. Donc, au niveau des places publiques de ces communautés, nous avons installé des WC qui soient adaptés à la peine inondable pour que ces déchets liquides, ces déchets fécals ne se retrouvent pas facilement au niveau des cours d'eau. Donc, c'est un peu ce que nous faisons pour la gestion des déchets ménagers au niveau des communautés d'intervention. Ok, merci beaucoup. Et dites-nous, quelle est la vision de CIPRE Bénin en matière de gestion des déchets et réduction carbone? Merci pour notre vision. C'est d'ici mars 2024, c'est l'installation de des biodigesteurs ou des mini-biodigesteurs dans 3 villages, notamment à Kessounou, dans la commune de Dongbo, à Panoupade, dans la commune d'Akpo-Missérété, et à Agbonan, dans la commune de Bonou. Nous voulons que les résidus agricoles, les déchets ménagers, les restes de cuisine et autres, les fientes, les bouses de vaches soient utilisés pour alimenter les gestions de ces unités de production de biogaz. Aussi, dans ces communautés, les cours d'eau sont confrontés à la prolifération de la jacinthe d'eau, qui est très utilisée également pour, la bio, pour la production de biogaz. Donc, ces jacinthes d'eau seront collectées pour nourrir ces biodigesteurs. Et en retour, les ménages bénéficiaires cette euh, de cette initiative auront deux résultats au finish. Ils auront du méthane qui les aideront à faire de la cuisine, du biogaz pour la production, pour la cuisson de leurs repas et autres. Ils auront le digestat qui est un bon fertilisant qu'ils pourront utiliser au niveau de leur périmètre agricole ou au niveau de leur périmètre maraîcher. Alors, le souci que nous avons, c'est que, comme vous le savez, le méthane est également un gaz à effet de serre. Donc, c'est s'assurer que, quand une fois les biodigesteurs ou les mini-biodigesteurs seront installés, que la communauté puisse réellement utiliser les biogaz pour la cuisson et que le dispositif qui sera installé ne puisse pas, qu'il n'y a de fuite au niveau du dispositif à installer. Puisque s'il y a de fuite, c'est que nous produisons un gaz à effet de serre qui est plus dangereux que le CO2 que nous sommes en train d'éviter. Donc, c'est un peu l'initiative qui est en cours au niveau du CPB. Et à la longue, ce que nous pensons, c'est que si nous réussissons à installer ces biodigesteurs, ces mini-biodigesteurs, et que les communautés s'en approprient et qu'il n'y a pas de fuite de méthane, de biogaz, nous allons utiliser, nous pouvons installer à grande échelle ces biodigesteurs pour la production d'électricité, pour permettre aux apprenants de ces communautés où il n'y a pas d'électricité de pouvoir avoir de l'énergie électrique pour pouvoir réviser leurs cours dans la soirée et booster un peu le niveau intellectuel de ces enfants. Donc, c'est notre vision à court et moyen terme pour cette question. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kojo Deo Gracias. Madame Aloïne, pour finir, dites-nous, quels conseils souhaitez-vous donner aux populations béninoises et d'Afrique et qui contribueront à réduire l'impact néfaste des gaz à effet de serre sur notre cadre de vie? Merci. Bon, déjà, prendre de nouvelles habitudes, les maintenir et les transmettre
à la communauté, à leurs enfants, à leur famille, à toutes les personnes possibles. Parce que si c'est une personne qui fait seule, c'est compliqué, mais si c'est 5, ça fera 10, ça fera 50, ça fera 100. Et ça deviendra une habitude de quartier, une habitude de ville, etc. Maintenant, c'est aussi d'être force de proposition, c'est-à-dire de penser à leur propre manière de gérer le déchet de manière responsable. Comme je le disais tout à l'heure, nous, c'est des exemples de solutions, mais par exemple, certainement qu'il y a des communautés ou des secteurs d'activité qui, mieux que personne, connaissent les déchets qu'ils rejettent et qui, du coup, peut-être ont des idées de solutions qu'ils peuvent porter à la connaissance des associations comme la nôtre, ou alors développer carrément des structures sœurs. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de pistes, mais je pense que la plus importante, c'est celle de rester concerné, celle de rester informé pour être acteur en fait de la gestion des déchets aussi, de manière responsable, bien évidemment. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Madame Aloïne. Et merci beaucoup, Monsieur Deogracias, aussi pour vos réponses aux différentes questions. À présent, je vais demander aux participants, comme je l'ai dit au début, si vous avez des questions à poser sur les interventions de nos invités, vous pouvez lever la main pour qu'on puisse désactiver votre micro ou simplement écrire la question dans le chat. Je vous remercie. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé à l'événement. Ça me fait énormément plaisir de vous voir tous les deux. Alors, moi, j'ai une question. Dans l'association Bobetor, on réalise du charbon écologique. Et lors de nos discussions, vous avez dit que ce charbon était à un coût minime, que les sachets de 100 francs, vous les attachez à 100 francs afin que ce soit disponible pour toutes les communautés. Alors, est-ce que ce charbon, Madame Aloïne, ne pourrait pas être produit à grande échelle en faisant une fusion de plusieurs associations de manière à ce que ce produit soit concurrentiel du charbon de bois qui existe actuellement? Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles seront les difficultés et qu'il faudrait pour mettre en place un tel projet? Alors, oui, bien sûr que si notre charbon pouvait être produit à très grande échelle, ce serait super. Et il y a d'autres associations qui travaillent au Bénin sur la production de charbon vert à base de résidus agricoles, par exemple avec les coques de noix de coco ou avec les rafles de maïs. Maintenant, nous, on essaie de développer notre unité pour passer à 1 tonne par jour, donc de manière à pouvoir arroser 500 ménages par jour. Voilà. Maintenant, si on devait fusionner avec d'autres associations, je pense que tant qu'il y a un alignement des visions et des objectifs, il n'y a pas de problème. Mais nous, on est une association. C'est-à-dire qu'on n'est pas une entreprise. C'est-à-dire qu'on va faire du profit, mais on va le réinjecter pour le bien de la communauté, pour l'intérêt général et pour la défense de l'environnement. Donc, ça voudrait dire qu'on s'associe uniquement avec d'autres associations. Peut-être que c'est possible, mais de l'expérience courte, certes, que j'ai à mon poste, je remarque qu'il y a, je vous dis honnêtement, des difficultés à créer des synergies entre associations au Bénin. Je ne m'explique pas pourquoi, je ne sais pas. Mais on est beaucoup à travailler dans le même secteur et pourtant, il y a pas, on se rencontre peu. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je suis étonnée parce que j'entends mon homologue qui me dit qu'il est administrateur. Je me dis, ah bon, on est juste à côté. Donc pourquoi? Donc je me pose la même question que vous, en fait, sincèrement. D'accord. Merci beaucoup pour votre question, pour la réponse que vous avez donnée à la question, parce que la difficulté qu'il y a souvent, c'est que à la fin des productions, que les champs sont finis et qu'on a ôté le maïs, par exemple, la tige du maïs peut être utilisée comme du compostage, comme elle peut aussi être utilisée dans la production du charbon. Donc, ça aurait été quand même très bien
que les associations estudiantines, que toutes ces associations qui travaillent ensemble dans un mieux-être pour l'environnement, quand même, puissent recycler quand même tous ces trucs et les envoyer à un point de rassemblement afin que les associations puissent les enseigner ou quand même fabriquer ce produit qu'ils pourront avoir à prix coûtant. Et ça, c'est une vision. Et je pense que si on est plusieurs à travailler dans un même domaine, on pourrait y arriver. Je suis Merci complètement beaucoup. d'accord. Je suis complètement d'accord. Je le complète, hein. Je suis d'accord, mais je pense que à la vitesse où les associations qui travaillent dans ce domaine au Bénin à ce moment se développent, je pense que rapidement quand même, on va pouvoir converger vers les mêmes objectifs, les mêmes visions, et que ça va se faire quand même assez naturellement. Surtout que, enfin, en tout cas, dans le projet qu'on a nous, on essaye d'être le plus facilement réplicable, pardon. Ce qu'on fait par exemple dans les écoles, c'est un modèle zéro déchet qu'on pourrait calquer facilement sur les écoles de Ouida ou de Paou, je sais pas, n'importe où. Donc, je pense que le fait qu'on ait quelque chose d'assez, je vais pas dire clé en main, mais voilà, d'assez ouvert et en même temps un modèle assez défini, ça nous permettra de mieux travailler ensemble. D'accord. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup, Madame Alawaïno. J'aimerais toujours notifier aux participants s'il y a des gens qui aimeraient poser des questions. Vous pouvez lever la main pour qu'on puisse désactiver votre micro ou écrire la question dans la discussion. Ou s'il y a des gens qui aimeraient intervenir sur le sujet, ne surtout pas hésiter. Oui, Monsieur Zebono, votre micro est désactivé. Alors, Monsieur Deo Gracias, vous avez parlé des efforts que vous faisiez dans la commune de Lomé pour accompagner ceux de la rive droite. C'est ça, hein? Vous les aidez à mettre en place tout ce qu'il faut en matière de pisciculture et tout pour que les sols soient moins pollués. Alors, la difficulté que nous avons rencontrée dans la ville de Porto Novo, c'est déjà de mettre à leur disposition les intrants. Est-ce que c'est toujours facile de mettre à la disposition de ces populations-là les intrants? Parce que vous avez dit qu'il faut les aider à fabriquer. Mais est-ce qu'il y a vraiment un suivi? Parce que trouver le produit et le fabriquer, c'est deux choses différentes. Et la plupart du temps, ils sont plus encouragés à utiliser les pesticides, les herbicides et consorts parce qu'ils veulent un rendement. Alors, étant donné que vous savez le problème, comment vous les accompagnez concrètement? Parce que vous avez dit que vous les aidez à produire. Une fois que c'est produit, comment vous les aidez? Puisqu'ils sont novices dedans. Monsieur Deo, gracias. Merci, Monsieur Zebono, pour l'intérêt que vous avez porté à la production des biopesticides au niveau de nos communautés. Alors, au niveau des communautés, la première chose que nous faisons avec eux, c'est une formation pratique sur la production des biopesticides à base de Nîmes, de feuilles de Nîmes ou de graines de Nîmes. Donc, des feuilles de Azadirachta indica ou des graines de Azadirachta indica. Et l'autre alternative, production de ces biopesticides à base de viscères de poisson. Alors, notre accompagnement consiste d'abord à leur apporter la connaissance, la fiche technique de la production de ces biopesticides, et à leur apporter par groupement de producteurs agricoles le matériel qu'il faut, les bassines, le mortier, le savon, pour qu'ils puissent commencer. Et nous apportons également des pulvérisateurs, puisqu'il faut qu'ils aient des pulvérisateurs manuels, mécaniques, pour pouvoir pulvériser le produit. C'est ce que nous les apportons. Et lorsqu'ils commencent pas à adopter l'utilisation des biopesticides, nous sommes en contact avec eux. Les difficultés qu'ils ont au quotidien, nous essayons de les orienter. OK, vous pouvez vous rapprocher de tel centre commercial pour tel produit, c'est à tel prix. Nous pouvons vous aider à acheter comme ça. Et si au moment où ils formulent leurs besoins en matériel, le projet qui est en cours a des ressources pour pouvoir pour pouvoir les aider pour acheter,
le matériel en question ou l'ingrédient en question, le projet finance. Mais si le projet est déjà fini, c'est que on fait juste des facilitations, on les amène à trouver des alternatives pour trouver ce qu'il faut pour pouvoir réaliser le biopesticide. Et mais dans l'adoption des biopesticides, c'est pas quelque chose de ponctuel, c'est quelque chose de continu. Donc, on ne vient pas juste les former, les mettre les matériels et on va croiser les bras. Nous faisons des suivis après concert pratiquement tous les 2 semaines. On va au niveau de chaque producteur pour voir comment il fait. Et lorsqu'il y a des découragements par rapport à l'utilisation de l'alternative, nous essayons de leur faire comprendre que non, que c'est ne peut pas se décourager. On essaie de trouver des alternatives pour eux également pour s'en sortir. Donc, c'est ce que nous faisons. Vous avez aussi parlé un peu de la pisciculture, c'est ça? J'ai plutôt demandé le suivi et j'ai la réponse. Vous accompagnez les producteurs. C'est bien parce que quand les producteurs, on les forme sur quelque chose, sur de nouvelles techniques et qu'il n'y a pas de suivi, au bout d'un certain temps, dès qu'ils sont face à des difficultés, ils ont souvent tendance à rebrousser chemin, à aller vers les anciennes méthodes. Mais dès qu'il y a un suivi, un accompagnement sur ce qu'ils font, eh bien, sur les nouvelles techniques qu'on leur a enseignées, eh bien, on a une chance que ces nouvelles techniques soient Évidemment. intégrées dans les activités quotidiennes. Merci beaucoup, M. Deo Gracias. OK. Je voudrais aussi compléter un peu. Nous avons fait le suivi au niveau de ces producteurs à telle enseigne que l'équipe de la DETAEP, la direction départementale de l'élevage, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a été informé qu'il y a de telles innovations qui sont développées par le CIFE Bénin avec les communautés, les exploitants agricoles de la basse vallée de Lomé et qui a donné de bons résultats. Et actuellement, nous sommes en collaboration avec la DEDAEP pour que cette innovation soit capitalisée et vulgarisée dans tout l'OME. Donc, c'est à l'étape où nous sommes par rapport à cette innovation. Donc, il y a des périmètres expérimentaux, des périmètres qui ont été installés un peu dans les communes pour pouvoir réellement approuver l'authenticité de l'innovation et voir réellement si ça n'a pas d'autres effets secondaires pour la production agricole. Merci beaucoup, M. Deo Gracias. Merci beaucoup pour votre réponse. Ok, merci beaucoup, Monsieur Deo Gracias. J'aimerais toujours m'adresser aux participants. S'il y a des gens qui aimeraient poser des questions, de lever la main pour qu'on puisse désactiver leur micro ou d'écrire leurs questions dans la discussion. Je vois qu'il n'y a pas de question. Bon, avant de conclure, j'aimerais demander à nos intervenants si ils ont un mot de fin à donner sur le sujet. Madame Alorani. Que si l'un ou l'une d'entre vous passe par Porto Novo, de venir nous rendre visite pour voir directement nos installations sur place. Voilà, on est à Danto, derrière le cimetière, à côté de la maison du président. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et à vous, Monsieur Kodjo, est-ce que vous avez un mot de fin à donner sur le sujet? Une dernière intervention. Ok, avant de dire quelque chose comme dernier mot, je voulais dire, rassurer Madame alors que bientôt, une délégation du CIFE Bénin viendra visiter les locaux de Bobeto. C'est ce qu'on en a entendu parler il y a plusieurs fois. Nous viendrons voir les installations et voir comment nous pouvons mutualiser nos énergies pour contrer ce fléau de la gestion des déchets dans nos communautés. Alors, mon mot, c'est que la gestion des déchets, ce n'est pas la question d'une seule personne de l'État. C'est la question de tous et c'est la responsabilité de tous. Il faut qu'au quotidien, nous puissions adopter des éco-gestes qui sont favorables à la gestion des déchets et à la réduction de nos émissions carbone. Il faudrait qu'on ne se décourage pas, que ce soit des petits gestes ou pas, qu'on soit persévérant et qu'on essaie de communiquer auprès de nos amis pourquoi nous faisons telle chose
Et laissez-moi vous dire, par exemple, que moi, à mon niveau, les amis ont peu l'habitude de ne pas utiliser sachet plastique à ma présence parce que ça, quand ils vont le faire, je vais tellement les gronder et c'est dire leur habitude, quoi. On m'appelle monsieur sachet plastique. Donc, c'est un peu ça. Donc, si chacun à son niveau essaie d'adopter de tels gestes, ça va prendre et nous allons un peu inverser la courbe de ces mauvais comportements. Aussi, je voudrais demander à toutes les organisations d'instituer des politiques environnementales pour contraindre les usagers au respect de l'environnement et adopter des éco-gestes. Merci. Ok, merci beaucoup, Monsieur Kodjo, et merci beaucoup à vous aussi, Madame Aloine. Nous sommes à la fin de notre 10e épisode des webinaires sur la neutralité carbone. Nous vous remercions pour votre participation et nous remercions particulièrement nos invités, Madame Aloine et Monsieur Kodjo, pour leurs interventions, leurs explications. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et aussi retrouver les enregistrements de nos anciens webinaires sur notre page YouTube. Vous pouvez également nous écrire directement par WhatsApp si vous désirez intégrer notre canal pour recevoir les actualités concernant nos prochains webinaires sur la neutralité carbone. Au plus 229 60 22 94 94. Plus 229 60 22 94 94 ou nous écrire directement par mail au marketing@solarsolution.africa. Marketing@solarsolution.africa. Une fois encore, merci à tous et à toutes et passez une bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à l'équipe de Solar Solution. Ok, Bye merci, bye. monsieur. Voilà, merci.